Voici une plante. On la retrouve généralement dans la nature au niveau de beaucoup de milieux divers et variés, et également chez Jardiland pour un prix de 5 à 10 euros. La plante, elle n'a l'air de rien comme ça, mais elle est pourtant un des piliers indispensables à l'existence de toute la biosphère. Vous l'avez sans doute déjà appris d'une manière ou d'une autre, mais les plantes vertes ont la capacité de photosynthèse, c'est-à-dire la synthèse de matières organiques à partir de manière minérale, telles que l'eau, les sels minéraux et le CO2, en plus d'énergie lumineuse. Cette matière organique comprend des molécules de réserve énergétique qui peuvent libérer de l'énergie chimique lorsqu'elles sont dégradées. La photosynthèse est permise grâce à l'existence d'organismes spécifiques aux cellules végétales que sont les chloroplastes, qui contiennent en leur sein des pigments permettant la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique, l'un des plus représentés étant la chlorophylle, d'où le nom de plante chlorophyllienne. On constate que c'est grâce à ces pigments photosynthétiques que cette capacité est possible en comparant leur spectre d'absorption à celui de l'activité photosynthétique. La photosynthèse est également possible grâce à l'énergie lumineuse, comme on l'a dit avant, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, la cellule chlorophyllienne n'utilise pas toute l'énergie lumineuse incidente. À l'échelle planétaire, elle n'utilise que 0,1% de la puissance solaire incidente totale. Déjà, on peut éliminer le rayonnement qui n'est pas assimilé par les pigments dont on a parlé avant et qui est donc inutilisable, ainsi que celui qui est réfléchi, diffusé ou transmis directement par la feuille. A partir de là, il nous reste environ 40% du rayonnement incident total qui est absorbé par les chloroplastes. Sur ce rayonnement restant, 308 kJ sont utilisés pour régler les dépenses énergétiques nécessaires au déroulement de la photosynthèse, qui sont alors libérées sous forme de chaleur ou par évapotranspiration. Sur le faible rayonnement restant qui est converti sous forme de matière organique, 37 kJ sont utilisés pour la respiration, qui est toujours en place, et seuls 55 kJ sont considérés comme une production primaire nette, c'est-à-dire l'énergie utilisée pour la production de biomasse qui n'a pas été utilisée pour la respiration. Ce rapport est ridiculement faible, mais permet malgré tout le maintien de l'ensemble des êtres vivants, déjà par la survie des plantes chlorophylliennes en elles-mêmes grâce à la respiration et la fermentation, mais également pour les autres qui se nourrissent de ces plantes. Les autotrophes que sont les végétaux sont considérés comme des producteurs primaires car ils produisent de la matière organique à partir de matière minérale. Ils sont alors à la base de la chaîne alimentaire car ils sont la seule voie d'entrée de matière organique dans la biosphère. Ces producteurs primaires sont ensuite consommés par des consommateurs primaires que sont les herbivores, eux-mêmes consommés par les consommateurs secondaires qui sont leurs prédateurs. L'espèce humaine est considérée comme un consommateur tertiaire ou superprédateur car elle se nourrit également, entre autres, des consommateurs secondaires. Vous vous souvenez du faible taux de rendement énergétique vu plus tôt ? Bah non, c'est pas fini. Car en traversant tous les niveaux trophiques vus juste avant, seulement 0,1% de l'énergie des producteurs primaires nous parviennent jusqu'à nous, les humains. Toute cette biomasse produite par les végétaux chlorophyllien qui n'est pas utilisée par la respiration, la fermentation et la décomposition peut enfin être enfouie par sédimentation pour être victime de variations de pression et de température, ce qui a pour effet de les transformer progressivement en combustibles fossiles par fossilisation, tels que le charbon ou le pétrole. Remercions alors Wall-E, sans qui l'humanité, devenue encore plus flemmarde qu'elle ne l'était, peut survivre encore un peu plus longtemps.